Bienvenue. Est-ce le retour aux années Nicolas Sarkozy, Attal 1? Est-ce le gouvernement que Nicolas Sarkozy lui-même aurait pu nommer? Nous allons poser la question à Henri Guénaud, que nous accueillons ce soir, écrivain, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Je vous en prie, prenez place. Accueillons également Serge July, journaliste politique, éditorialiste. Accueillons évidemment Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, qui va nous éclairer. Alors évidemment, un changement à vue. Je vous en prie. Bienvenue, messieurs. Bonne année à vous. Alors, avant de vous entendre, évidemment, sur ce changement, ces soldats de l'an 2 du quinquennat Macron, Nivine, vous nous avez rejoint. 8 ministres sur 14 sont de droite. Emmanuel Macron a fait le choix d'ancrer son gouvernement à droite. Exactement, voici la composition donc du nouveau gouvernement. Ils sont 14, 7 hommes, 7 femmes, mais surtout 8 ministres issus de la droite, dont 2 anciens ministres de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, bien sûr, ministre de la Justice, mais également Bruno Le Maire, qui a été ministre de l'Agriculture de 2009 à 2012. 2 autres ministres ont été porte-parole de l'ancien président, Gérald Darmanin, en 2014, lors de la campagne de Nicolas Sarkozy pour la primaire de l'UMP, mais également Catherine Vautrin, qui a été porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de 2016, sous la supervision justement d'un certain Gérald Darmanin. La nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités est une figure de la droite. C'est l'ancienne ministre déléguée de la Cohésion sociale de Jacques Chirac. Elle a été encartée 39 ans au RPR, à l'UMP et puis chez les Républicains, avant d'annoncer son soutien à Emmanuel Macron en 2022. Très conservatrice, elle s'est opposée au mariage pour tous en 2013. Elle avait d'ailleurs appelé à manifester. On la voit sur cette photo de l'époque, à côté de Jean-François Copé ou encore de Laurent Wauquiez. En tant que ministre de la Santé, elle sera notamment chargée de 2 dossiers évidemment très épineux: l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution ou encore la loi sur la fin de vie. Plusieurs associations se disent inquiètes de sa nomination au ministère de la Santé. Nivine, dans ce gouvernement, il y a d'autres personnalités moins connues que celles que vous avez citées, mais qui sont également issues de la droite. Exactement, comme par exemple la nouvelle ministre déléguée en charge des relations avec le Parlement, Marie Lebec. Elle a participé à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 avec les Jeunes Populaires de l'UMP. Elle restera d'ailleurs encartée 9 ans à l'UMP avant de devenir l'assistante parlementaire d'un député socialiste et de rejoindre En Marche en 2016 dans un hémicycle dont on sait que que le parti présidentiel n'a pas la majorité. Et bien justement, ces années à l'UMP peuvent être un atout. Autre ministre historiquement de droite, Aurore Bergé, puisqu'elle a adhéré à l'UMP dès l'âge de 16 ans. Elle va soutenir Nicolas Sarkozy, puis François Fillon et puis Alain Juppé avant de rejoindre En Marche en février 2017. En 2013, elle aussi s'était opposée au mariage pour tous avant finalement de changer d'avis. Au sein de la Macronie, eh bien, ces prises de position ne font pas forcément l'unanimité. En 2019, par exemple, elle s'était dit prête à voter une proposition de loi d'Éric Ciotti sur l'interdiction du voile pour les accompagnantes scolaires. En décembre dernier, elle avait également été au cœur d'une polémique à cause de la commission sur la parentalité qui ne proposait que des réponses sécuritaires. Un virage donc, on l'a compris, à droite, qui fait dire à l'ex-LR Renaud Muselier: il y aura bientôt plus de cadres LR au gouvernement qu'au sein de la direction des Républicains. Merci beaucoup, Nivine. Céla Bougriou, bonjour. Vous nous avez rejoint du service politique de TF1 LCI. Permettez-moi de représenter Serge July. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Éditorialiste politique. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Et Henri Guénaud,
Bonjour, soyez également le bienvenu. Écrivain, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Je rappelle votre dernier ouvrage, À la 7e fois, les murailles tombèrent, aux éditions du Rocher. Henri Guénaud, est-ce que ce virage à droite est celui aussi d'une société française qui se droitise, qui est en demande d'ordre et de sécurité ? Alors d'abord, je ne crois pas du tout que la société française se droitise. Je pense qu'elle se radicalise, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Je pense que la demande d'ordre et de sécurité, elle n'est pas chez les anciens électeurs de l'UMP. Elle n'est pas que chez les anciens électeurs de l'UMP. Elle est aussi chez les anciens électeurs du centre, chez ceux du Parti socialiste. Enfin, elle est partout. Oui. Elle est partout. La sécurité, c'est un débat idéologique quand elle est à peu près assurée, mais quand elle est aussi peu assurée qu'aujourd'hui, elle devient le problème de chacun. Alors il y a bien quelques idéologues ici ou là et qui considèrent encore que c'est un sujet secondaire. Après, on peut se disputer sur la manière de l'assurer, mais sur la nécessité de l'assurer, je pense qu'il y a plus aucun doute aujourd'hui. C'est un besoin de tous, et c'est un besoin de tous en France comme dans les autres pays. Voilà. Donc ça, c'est pas un critère. En fait, mais est-ce qu'il y a c'était le sens de ma question. Est-ce qu'il y a une volonté de rassurer la population française dans son ensemble, dans une période de crise beaucoup plus forte que celle que vous aviez connue quand vous étiez le conseiller de Nicolas Sarkozy? Il y a eu une crise financière qui était sans précédent. Il y a eu des crises internationales. Il y a eu la crise de l'euro. Il y a eu la crise grecque, etc. Ce qui a progressé, c'est la crise de la société. C'est-à-dire que, vous savez, moi, j'ai fait la campagne de Jacques Chirac en 1995 sur la fracture sociale. Et alors après, à chaque échéance suivante, on me posait la question, on me disait, mais qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que les fractures, il y en avait plus, et elles étaient plus profondes. Voilà. Eh bien, la crise de la société, elle a continué à cheminer et vers une situation de plus en plus préoccupante, de plus en plus grave et, je dirais, multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'elle touche tout. Elle touche l'identité, la civilisation, la culture, l'école, l'économie, la société, le social, ce qu'on oublie en général, et qui aujourd'hui fait que nous sommes assis en réalité sur un volcan social, mais apparemment tout le monde s'en moque. Voilà, donc tout ça. Je vous posais la question. Tout ça, alors, des gens qui disent la France est à gauche sur le social et à droite sur le problème de sécurité, mais je crois que ces critères, ces classifications-là, n'ont en fait pas beaucoup de sens, ne nous aident pas beaucoup à comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la société française. Vous êtes un homme attaché aux mots, notamment en tant qu'ancienne plume de Nicolas Sarkozy. Est-ce que les mots qui sont employés par Gabriel Attal depuis qu'il a été nommé à Matignon, quand il parle de l'école, de la mère de toutes les batailles, quand il parle d'ordre, d'autorité, est-ce que ce sont les mots qui peuvent rassurer les Français, au moins sur la forme, parce qu'on attend après dans l'action? Alors, d'abord, il faut se méfier des mots. La mère de toutes les batailles, ça me rappelle une... Ça a des mauvais souvenirs, quand même, là-bas. Oui. Donc, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Et, en particulier, ça me rappelle ce qui s'est passé en Irak. Vous savez, oui, c'est ça, je pensais à ça, évidemment. Voilà. Bon, la mère de toutes les batailles, ça conduit pas forcément à la mère de toutes les victoires, d'abord. Ce qui est la preuve est faite. Voilà, la preuve est faite, c'était une expression favorite de Saddam Hussein. Bon, donc, je crois que la politique, ce sont des mots, mais vous savez, la politique, ce sont des idées qui se traduisent en mots, et c'est un travail important parce que seul le mot peut faire partager l'idée, et qui ensuite se traduisent en actes. Mais si vous n'avez pas l'idée et pas les actes, les mots ne suffisent pas, et surtout les mots ne veulent rien dire. Donc nous verrons à l'usage si les mots ont une signification et s'ils induisent une politique. Moi, ce qui me frappe dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour l'instant, personne ne sait si le président de la République a décidé de changer de politique ou pas. C'est changer des gouvernements, on en a changé. Pas décidé de changer de politique, si je peux. Comment je disais, sans vouloir briser de suspense, ils n'ont pas décidé de changer de politique. Je n'ai pas de. Il y a des vœux. Ça n'en est pas un. Comment ? Ça a été dit lors des vœux qu'il y a une sorte de continuité
avec l'action passée. La seule chose, c'est la logique de résultat. Cela fait partie de tous les éléments de langage de la part de l'Élysée depuis que ce gouvernement a été nommé, de dire qu'on revient au macronisme originel. Voilà, donc sur la politique du président, pardon si je vous déçois, Henri Guénaud, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de changement de cap. C'est pas ce qui est annoncé. C'est pas du tout ce qui est annoncé. C'est tout à fait ce que je pense. Exactement ce que Henri Guénaud disait. C'est tout à fait ce que je pense. Je pense qu'il y en aura d'autant moins que la politique, c'est le président de la République qui l'a fait depuis le début de la Ve République. C'est lui qui choisit la politique, la direction et les inflexions éventuelles de cette politique, alors qu'il peut marquer par un changement de gouvernement. Alors c'était Chirac qui avait démissionné, mais quand Valéry Giscard d'Estaing nomme Raymond Barre, il y a une signification politique très forte. Et ça va être un changement de politique économique, sociale, très marqué. Alors on peut être pour ou contre, mais c'est quelque chose c'est quelque chose de très fort. Là, je pense que par rapport à ces époques-là, aujourd'hui, il n'y a pas d'idéologie dans tout ça. Il n'y a pas d'idéologie au bon sens du terme, c'est-à-dire il n'y a pas de système de pensée, d'ancrage dans une tradition politique. La politique de la France aujourd'hui, c'est le président de la République. C'est pas seulement lui qui l'a fait, c'est lui. Voilà, il est sa propre politique. Et comme on ne va pas changer de président, je pense qu'on ne va pas changer de politique. Voilà, mais c'est une intuition. Je ne demande qu'à être démenti. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est un peu le cœur de ma question, Frédéric Dabi. Est-ce qu'on est un peu naïf en pensant parce que les nominations, c'est quand même un symbole et un message qu'on envoie. En nommant Rachida Dati, Catherine Vautrin, qui sont des figures de droite, que ça va être un coup de barre à droite, ou en tout cas un président qui arrête le en même temps et qui s'assume comme étant un président de droite. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Déjà, moi, je suis plutôt d'accord avec... plusieurs réponses. Voilà, et je vais essayer d'en donner quelques-unes afin de laisser mes camarades parler. Je suis plutôt d'accord, même tout à fait d'accord avec ce que dit Henri Guénaud. C'est-à-dire, quand je vois à droite tout, etc., d'une part, les Français, la grille gauche-droite, le clivage gauche-droite qui, à une époque, vous parliez de l'époque Raymond Barre, Jacques Chirac, s'appliquait à tout, elle est toujours là, mais elle a quand même perdu de sa force. C'est-à-dire que les Français, sur ce remaniement, sur cette nouvelle équipe, vont pas être sur une logique de casting, vont pas être sur une logique d'étiquette partisane. Et Gabriel Attal, hier, au micro de Gilles Boulot, a eu plutôt raison lorsqu'il a dit « je vais pas demander à mes ministres de vider leurs poches et montrer leurs cartes ». Les Français sont sur une logique de résultat. Et puis, dans les 8 personnalités de droite que vous avez montrées, certaines sont très peu connues, voire inconnues. Marie Lebec, Aurore Berger. Certaines ne sont plus du tout affiliées à la droite, c'est-à-dire la droite LR, la droite canal historique, puisque Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu en sont partis depuis très très longtemps. Et la grille de dire c'est Nicolas Sarkozy qui revient, c'est encore moins ce que nous disent les Français. Moi, je pense qu'avec ce remaniement, Emmanuel Macron colle davantage que par le passé à sa base électorale, qui était centre-centre-gauche en 2017, qui est maintenant centre-centre-droit en 2024. Et puis, pardon de le dire, la droite, c'est dans le livre, dans le film et le livre, Zazie dans le métro, en Pologne, ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part. Ça se passe à droite, ça se passe partout. Il y a une droite canal historique LR, il y a la droite macronienne, il y a de la droite au Rassemblement national. Quand je dis ça, ce sont les électeurs de droite, les gens qui se définissent à droite, qui parfois soutiennent le gouvernement, d'autres soutiennent LR, d'autres sont plutôt au Rassemblement national. Mais c'est vrai que l'effet très fort de l'annonce hier, c'est Rachida Dati. Mais est-ce que Rachida Dati, pour les Français, c'est à droite ? Oui et non. Oui, c'est une historique de LR et de l'UMP. C'est une proche de Nicolas Sarkozy. Elle travaille avec lui depuis 2002. Elle arrive comme conseillère technique place Beauvau. Mais c'est autre chose. Rachida Dati, c'est une marque. C'est la méritocratie. C'est quelqu'un qui vient de la banlieue. C'est une élue de Paris. Et c'est vrai qu'il y a un sens politique très fort qui prépare une éventuelle alternance en 2026, c'est que pour la première fois, on aurait, si les choses se passent bien pour Rachida Dati, mais personne ne peut le savoir, une alliance Renaissance-LR. C'est de la petite politique qui n'intéresse pas tous les Français, qui intéresse beaucoup les Parisiens qui veulent une alternance. Mais en tout cas, voilà, dire coup de barre à droite tous, ce n'est pas, je dirais, ce que nous disent les Français dans nos enquêtes. Ce que vous me dites depuis tout à l'heure, c'est que l'arrivée de figures de droite, ça ne change rien
sur le fond à la politique d'Emmanuel Macron. Comme vous me regardez, faire Julie, évidemment. j'ai l'impression que vous me posez une question. Exactement. Donc, J'ai fait très long déjà. non, mais t'inquiète pas. Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que c'est un gouvernement qui est là pour 4 mois. Après, on verra. 4 mois, c'est-à-dire... Après les européennes ? Le 9 juillet. Ouais. Voilà. 9 Il n'y a qu'un truc 9 qui juin. compte 5 mois. dans ce gouvernement, c'est le 9 juillet. Donc, on a embauché... Le 9 juin, Serge. Le 9 juin, je te remercie. Heureusement que tu es là. Non, mais... non, mais... Mais c'est une date qu'il faut retenir, c'est une échéance importante. De manière générale. Donc, le 9 juin, l'objectif, c'est éviter une déroute face au Rassemblement national. Donc, pour ça, on prend des gros bras qui vont cogner très dur sur les médias. D'une certaine manière, j'ai envie de dire que la place du gouvernement sera ici, sera dans les médias. Ça va être des débats et je pense que le choix de Dati incarne bien ça. C'est une cogneuse. Elle va frapper dur, mais Vautrin aussi, il faut se méfier. C'est une dure, elle aussi. Donc, c'est des gens qui vont frapper, qui vont avoir des formules très dures. Comme on dit maintenant, la punchline, Oui, il va y en avoir beaucoup. Mais je crois que c'est l'objet. L'objet, c'est d'arriver à peu près à ce que le gouvernement, la majorité que représente le gouvernement, soit à peu près à égalité avec le Rassemblement national. C'est un objectif simple, mais c'est un objectif de court terme. Tout ça est court-termiste. On n'est pas parti pour 5 ans. Ou même 3 ans, si on prend simplement le calendrier électoral. Non, on est là dans quelque chose de très simple. Et peut-être que Rachida Dati, elle va durer un peu plus longtemps. Hein. Rachida Dati, semble-t-il, je ne sais pas, mais ça... c'est la bouillerie où elle sait, avant de redonner la parole à Henri Guénaud. Si elle a Guénaud. un accord ou pas un accord sur la question de la mairie de Paris. Mais ça serait possible, puisque c'est jamais qu'une préfiguration de l'accord entre LR et que t'es recherché par Nicolas Sarkozy, proposé par Nicolas Sarkozy à Macron. Donc, c'est jamais qu'une préfiguration. C'est là, j'en reviens à ma question. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'assume enfin de droite ? Vous me dites que rien n'a changé sur le fond, on est dans la continuité. Je dirais pas qu'il s'assume de droite, même si aujourd'hui les mots qui ont été utilisés en Conseil des ministres sont assez clairs. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que cela relève aussi du symbole, surtout. On le disait, Emmanuel Macron, certes, ne va pas changer de politique, mais quoi qu'il en soit, Rachida Dati, Catherine Vautrin, à l'électorat de droite, y compris, je suis d'accord avec vous quand vous dites que Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin ne sont plus de droite, ne sont plus dans l'opposition depuis un certain temps. Très bien, mais dans l'imaginaire et surtout, voilà, comment les voient les Français aujourd'hui, il reste des personnalités de droite quand même dans le gouvernement. Mais oui. Gérald Darmanin, il est tout de même identifié de cette manière, je suis désolée, y compris sur les sujets régaliens. Donc Emmanuel Macron, en nommant ces 2 personnes, et notamment Rachida Dati, il fait quand même un coup politique, il déstabilise aussi les Républicains, quoi qu'ils en disent. Je pense que voilà, ça a été pour eux une énorme surprise. Après, de là à dire qu'il assume être de droite, je dirais non, il n'assume pas d'être de droite, puisqu'il continue à prôner ce dépassement en permanence, lui et ses équipes aussi. Henri Guénaud, je vous voyais réagir. Vous êtes sur le fait, qu'est-ce que ça veut dire être de droite ? Mais non, mais c'est toujours la chose. Ça ne veut aujourd'hui Plus rien dire. rien dire. En tout cas, ce clivage-là, il n'a de signification que à la fois pour le monde politique et pour une petite frange de la population qui a encore des affiliations politiques. Avant, presque la moitié de la France avait une affiliation politique de droite ou du centre, et presque la moitié avait une affiliation politique de gauche, communiste ou socialiste. Et puis au milieu, il y avait un électorat qui de temps en temps basculait d'un côté ou de l'autre et faisait, avec quelques pourcents, passer la majorité d'un côté à l'autre. C'est terminé. C'est terminé parce que la classe politique n'a plus su, à partir des années, on va dire 90, n'a plus su donner un sens à ce clivage. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a plus de famille politique.
sur la scène politique. L'idéologie, quand elle existe, elle est du côté, elle est chez les extrêmes. Elle est les filles, elle est au RN. Elle est au RN. Henri, Voilà. même, il n'y a plus de partis. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, il y a des partis. Henri Guénaud terminé et ensuite vous lui répondez, Serge. Il y a des partis. Il y a des partis au sens de holding, des holdings pour les investitures. Bon, mais il n'y a plus de parti au sens famille politique. C'est-à-dire qu'un vrai parti, c'est un appareil qui est ancré dans une tradition politique, dans des familles politiques. Or, les familles politiques de la France, vous savez, Barrès avait écrit les familles spirituelles de la France. Ces familles-là, elles existent toujours dans le tréfonds du pays, dans l'imaginaire collectif, mais elles n'existent plus sur la scène politique. Il n'y a plus de gaullistes, il n'y a plus de socialistes humanistes. Le LR, c'est mort, le PS, c'est mort. Ils se sont vidés de la dimension famille politique, tradition politique, tous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des partis qui paraissaient indestructibles, mais les partis ne le sont jamais, comme LR ou comme le Parti socialiste, ont quasiment disparu, sont devenus, encore une fois, sont juste des cartels électoraux. Voilà, et donc ça ne veut rien dire. De plaquer cette grille d'analyse sur la situation actuelle ne signifie absolument rien. Ça ne signifie même pas, quand M. Macron dit je veux me situer en même temps droite et gauche, ça ne signifie pas du tout ce que signifiait le terme pour le général de Gaulle de dépassement de la droite et de la gauche. Elles existaient vraiment, et la dépasser avait une signification. Ça ne consistait pas à marchander le nombre de ministres de droite, de gauche ou les mesures de droite et de gauche. Henri Guénaud, est-ce qu'à travers ce gouvernement, on peut y voir aussi la main de Nicolas Sarkozy, qui a encouragé ses anciens ministres à rejoindre Emmanuel Macron? On a posé la question, est-ce que c'est le retour des années Sarkozy? Non, alors d'abord, moi, pas dans le secret des dieux, mais je ne crois pas que Nicolas Sarkozy ait fait le gouvernement. Je pense qu'Emmanuel Macron, il fait ses gouvernements, et il pense d'ailleurs qu'il est le seul à savoir les faire, mais et en plus c'est son rôle de président, et il n'en délègue pas la moindre parcelle à quiconque. Il n'écoute pas? Je n'ai pas dit qu'il n'écoutait pas, mais on peut écouter, et puis... on peut peut-être dire qu'il a marabouté le gouvernement. Oui. Non, mais ça, j'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Maintenant que Nicolas Sarkozy ait toujours encouragé ceux qui lui demandaient des conseils pour savoir s'il devait entrer au gouvernement à y aller, parce que sa thèse, c'est qu'il vaut toujours mieux être dedans que dehors, et que c'est comme ça qu'on sert son pays. Bon, c'est son opinion. Ça, c'est probable, mais je pense qu'il n'a pas pesé dans la composition de ce gouvernement. Voilà, si quelqu'un venait lui demander un conseil, il dit vas-y, hein, mais ça ne dépasse pas, à mon avis. Et dire que le sarkozysme revient, mais d'abord, il n'y avait pas d'idéologie sarkozyste non plus. Le sarkozysme, c'était Sarkozy. Et c'était il y a longtemps, dans un monde qui a beaucoup. Il n'y avait pas d'idéologie sarkozyste? Non, il y avait Sarkozy. Voilà, il y avait Sarkozy. Et Sarkozy, qui d'abord avec son énergie avait masqué les failles de ce qu'était l'UMP. Hein, Chirac les avait masqués par le pouvoir, et Sarkozy par le pouvoir et son énergie. Bon. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été surpris par la manière dont Sarkozy a gouverné, par les décisions qu'il a prises, qui n'étaient pas évidentes pour une partie de ce que vous appelez la droite, j'appellerais la droite orléaniste, libérale, etc. Et de plus en plus, depuis cette époque-là, mais de plus en plus, les déterminants ne sont pas des affiliations idéologiques plus ou moins anciennes, ce sont des déterminants sociologiques. Voilà. Ce qu'on appelle l'électorat macronien aujourd'hui, il se définit par une sociologie. L'électorat de Madame Le Pen, il se définit par une sociologie. De moins en moins, parce qu'il est très... Frédéric Dabi. Non, il se dilate. Non, mais le socle... ce socle qu'elle a capté des classes populaires, c'est bien la sociologie. Mais il y a maintenant un socle du salariat et des classes moyennes. Moi, ce que je veux quand même dire... ce que vous appelez les classes moyennes... Oui, tout le monde se définit comme classe moyenne. Voilà. Mais ce qui me frappe, quand j'entends Henri Guénaud parler, qui dit que le PS et LR, le PS et l'UMP et le RPR, se sont vidés de leur substance. C'est dû à quoi? C'est dû à une crise du résultat. Pourquoi Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir? Parce que les Français se sont dit, Nicolas Sarkozy a échoué, François Hollande n'a pas fait mieux, voire pire, tentons ni gauche ni droite, et gauche et droite. Alors qu'à l'échelle locale,
le PS et les Républicains restent extrêmement forts, dominants, parce que ces partis à l'échelle locale, avec des élus bien identifiés, arrivent à matérialiser la promesse du politique, pour citer François Mitterrand, qui est changer la vie, transformer le cours des choses et peser sur la vie des citoyens. Si Gabriel Attal a eu cette popularité incroyable, c'est le phénomène d'opinion de l'année 2023 avec Jordan Bardella dans le baromètre fiducial pour Paris Match et Sud Radio, c'est parce qu'en à peine 5-6 mois à l'éducation nationale, il a eu l'impression d'être en rupture avec le spectre de l'impuissance du politique et changer la vie. Dernier point, le clivage gauche-droite, c'est formidablement... Il y a d'une part la fin de la bipolarisation, ce qui explique ce contexte extrêmement gazeux, et il y a aussi l'affadissement très fort du clivage gauche-droite, c'est-à-dire ce que pensent les gens de gauche et les gens de droite. Pourquoi la loi immigration a eu un tel soutien de l'ensemble des Français? C'est parce que la différence entre les gens de gauche et de droite s'est amoindrie. Idem pour la question sécuritaire. Ce que disait Henri Guénaud en début de propos était très vrai. La question de la sécurité, ce n'est plus une question clivée entre la gauche et la droite. Donc, fin de la bipolarisation, partis de gouvernement qui ont dominé la France pendant 40 ans, qui payent encore une crise des résultats à l'échelle nationale. Voilà pourquoi parler de coup de barre à droite, retour des années Sarko, me paraît un petit peu à côté de la plaque. Ma question est un peu idiote, c'est ça que vous Non, elle n'est pas idiote, elle n'est plus tout à fait d'actualité. Même si les symboles comptent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, les symboles, les partis politiques, l'histoire politique, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais il y a aussi le concret, en fait. Le retour des années Sarko, pourquoi pour défendre peut-être un peu ce point de vue. D'abord, Gabriel Attal, première prise de parole, il nous parle de la France laborieuse. La France qui travaille, qui se lève tôt le matin, qui gagne pas beaucoup, qui ne se plaint pas beaucoup. Voilà, pour la première chose. Les classes moyennes, les classes populaires, cela reste un angle très important aujourd'hui pour l'entourage du chef de l'État. Essayer de rendre les choses moins compliquées au quotidien. Le travail, dont on a beaucoup parlé, qui est donné à Catherine Vautrin, ex-figure de droite. Donc, il y a quelque chose aussi de ce point de vue-là. Voilà. Et puis, je suis désolée de le rappeler, mais Rachida Dati reste tout de même une sarkozyste pur jus au départ. Et je pense, vous me contredirez peut-être, que si elle est entrée aussi au gouvernement, elle a eu très certainement l'accord de Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, il y a aussi ce message-là que le gouvernement tente de faire passer. Et par ailleurs, vous parliez d'immigration tout à l'heure. Là aussi, le projet de loi n'est certes pas passé comme ils le souhaitaient, mais ils ont encore une fois fait beaucoup de concessions à la droite. Donc, de ce point de vue-là, on peut aussi se mettre 2 minutes à la place de l'aile gauche de la majorité et de se dire que pour eux, effectivement, ils le voient bien, le tournant. Vous voyez ce que je veux dire? Ils le voient à la fois très concrètement, puisqu'ils ne sont plus là. Oui, ils ont été remerciés. Ils sont plus là. Et d'ailleurs, Emmanuel secrétaire d'État, ce matin, au Conseil des ministres, a fait allusion à eux et a un peu donné le ton à son nouveau gouvernement en disant ici, pas d'état d'âme, en fait. Pas d'état d'âme, des états de service. Voilà, donc ça dit aussi quelque chose de la suite. C'est... On assume. Et puisque sa nomination a créé des remous, je voudrais qu'on entende quand même les mots de Rachida Dati, qui a tenté de rassurer ce matin en expliquant qu'elle allait mettre sa combativité et ses punchlines au service de la culture. Alors chacun sait que j'aime me battre. Permettez-moi de dire que je sais personne. N'ayez pas peur. Je serai donc toujours là pour défendre cette exception culturelle. Non mais là je le lance dans la foulée, hein. Est-ce que ça vous surprend, Henri Guénaud, quand on sait tout ce que Rachida Dati a pu dire, parce que la Macronie a fait les frais de ses punchlines. Elle avait dénoncé d'ailleurs les traîtres qui étaient partis en Macronie. Je ne sais pas si d'ailleurs on peut réécouter justement ce son où elle est particulièrement dure. Écoutons-la. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça ce parti. Ceux qui sont aujourd'hui à La République En Marche, ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains? Voilà, c'est ça ce parti. Et en fait, En Marche, et on le voit dans toutes les élections, les unes après les autres, impossibilité d'implantation locale, ça se réduit à quoi En Marche? À Emmanuel Macron.
C'est un peu ce que vous disiez, Henri Guénaud, non? Ça montre qu'elle est assez souple. Hein, quand même, c'est une démonstration de souplesse exceptionnelle. Henri Guénaud. Deux remarques. D'abord, moi, j'aime beaucoup Rachida Dati. Je le connais depuis très longtemps. Je pense que les Français apprécient aussi la manière dont elle s'est construite, dont elle a réussi à se frayer un passage d'un partant du bas de la société vers le haut. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les gens qui n'oublient pas d'où ils viennent. Oui. Et s'il y en avait un peu plus dans les milieux dirigeants, peut-être nous porterions-nous mieux. Voilà. Donc, vous pensez à qui en disant ça? Oh, on va pas faire la liste. Très bien, il y a une liste. Qui ont oublié. Voilà, j'ai beaucoup aimé Philippe Séguin. Il parlait toujours de l'orgueil de l'enfant pauvre, hein, qui reste toute la vie. Il reste, même quand vous devenez un notable, un grand responsable politique ou un grand patron, ne pas oublier ça est une chose tout à fait essentielle. Voilà. Mais donc je pense qu'il y a les deux personnes qui sont rentrées, à fois Rachida Dati et Catherine Vautrin, sont deux personnes de très grande qualité. Mais vous voyez bien, d'abord, en politique, vous ne pouvez pas te fâcher avec les gens à vie. Hein. La politique, ça suppose que parfois, vous arriviez à travailler avec des gens avec qui vous avez été en profond désaccord. Ça ne vous surprend pas qu'elle débarque chez les traîtres, pour reprendre son expression? Non, et puis, alors, si vous cherchez des traces du sarkozysme, ça, c'en est une. C'est-à-dire, Nicolas Sarkozy était capable de prendre dans ses gouvernements ou de promouvoir à des postes importants des gens qui lui avaient littéralement craché à la figure pendant très longtemps. Bon, mais c'est une vertu en politique, c'est-à-dire vous êtes obligé, si vous voulez prendre les meilleurs ou ceux qui vous paraissent les meilleurs ou les plus adaptés à un poste à un moment donné, bien vous êtes obligé d'oublier tout ça, de pardonner, de faire comme le dit De Gaulle à Adenauer quand il le reçoit à propos de la réconciliation allemande, sans rien oublier du passé, nous avons décidé de regarder ensemble vers l'avenir. Voilà, donc c'est pas, on peut pas toujours. Moi, je pense que le mot trahison est un mot qu'il faut remiser aujourd'hui parce que on l'emploie un peu à tort et à travers. Les seules vraies trahisons en politique sont les trahisons de ses propres convictions ou de ses propres idées. Alors, justement, est-ce qu'elle trahit ses propres idées en allant vers un macronisme qu'on a tous du mal à définir en plateau? Justement, donc on a du mal à le définir. Elle est nommée ministre de la Culture. Elle va se battre becs et ongles pour la culture, pour le budget de la culture. Je ne sais pas ce qu'elle obtiendra, mais en tout cas, elle va le faire. Elle a déjà un bon budget. Le budget a été attribué. Oui, mais je pense qu'elle voudra il y aura d'autres échéances budgétaires. Hein, voilà, donc elle va y mettre toute son énergie. Mais pourquoi? Parce que pourquoi les choses se passent comme ça aussi? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'idéologie dans tout ça. Il n'y a plus que des caractères, des personnalités ou des personnes ou des ambitions individuelles. C'est déprimant. Mais non, c'est un fait. C'est un fait. Ce qui est déprimant, c'est que de tout ça finalement ne sort pas une politique, un dessein. Je disais hier sur un autre plateau, et la France dans tout ça, c'est-à-dire, on va où? Mais ça, c'est le rôle du président de la République. Voilà. Et puis, ça renvoie aussi à ce que les Français veulent. Que veulent-ils aujourd'hui? Nous sommes confrontés qu'à des questions. Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Voilà. Parce que la politique, elle tombe pas du ciel. La politique, les peuples ont la politique qu'ils méritent, la politique qu'ils laissent faire, ou la politique qu'ils appellent de leur vœu. Mais la question du cap est... Vous pouvez répondre. Oui, non, mais je vais essayer de répondre parce que vous parlez des Français, mon cher Henri. La question du cap est la question centrale. Qu'est-ce qui fait mal à ce quinquennat mal né, mort-né, qui va peut-être redémarrer avec cette nomination d'un Premier ministre très jeune et très populaire? Je dis bien peut-être. C'est où Emmanuel Macron embarque les Français. Voilà, lors du premier quinquennat, les Français voyaient des lignes de force. Libérés, protégés, une approche beaucoup plus pragmatique, le gouvernement des experts, dépasser le clivage gauche-droite pour prendre dans l'imaginaire des Français un DRH à l'emploi, une sportive au sport ou un médecin à la santé. Ce cap, on ne le voit plus et Emmanuel Macron a essayé pendant ses vœux de montrer un nouveau cap. Alors ça passe par ce remaniement, mais ça ne suffit pas. Je rappelle, il l'a dit le 31 décembre, au cours du mois de janvier, pour vous montrer qu'il y aura plus de détermination, plus de résultats, plus d'efficacité. J'aurai l'occasion de vous dire comment la France doit relever les défis. Non, mais je pense que oui, c'est la semaine prochaine. Mais c'est vrai que pour les Français, la question du cap, la question du sens est absolument fondamentale. Gabriel Attal
à l'éducation nationale avait commencé à réussir à donner un cap, choc des savoirs, remise de l'école, si je puis dire, par le haut. Mais de ce point de vue-là, la tâche est immense à Matignon. Un dernier mot d'Henri Guénaud avant qu'on parle de ce conflit, de cette guerre que les Occidentaux n'ont pas vu venir. Non, je voudrais dire, bon, l'avenir n'est pas écrit. Vous rappelez Jean-Michel Blanquer arrivant à l'éducation nationale, où finalement, il incarnait même un cap, une orientation. On sait ce qu'il en est advenu. Donc nous verrons bien, mais pour l'instant, on a quand même du mal à discerner sous les mots et le changement de cap et la manière dont il va s'opérer. Et je rappelle quand même qu'on vient de signer l'accord sur le nouveau pacte de stabilité et que maintenant nous allons avoir un peu plus de mal à distribuer des chèques et à faire le quoi qu'il en coûte. Et on verra évidemment... Donc ça va devenir plus compliqué. Ce que dira Emmanuel Macron mardi prochain. Merci beaucoup Henri Guénaud d'avoir été avec nous, Frédéric Dabi, Serge July et Céla Bougriou.